L'année 469 marque un tournant dans l'histoire de la Gaule. L'Empire romain d'Occident agonise. Déchiré de l'intérieur par des luttes de pouvoir incessantes, attaqué de toutes parts par des peuples barbares qui ne respectent plus les anciens accords. Dans ce chaos, une bataille va se dérouler près d'un petit bourg du Berry qui changera à jamais l'équilibre des forces en Gaule. Cette bataille oppose deux mondes qui se font face. D'un côté, les Bretons de Riotamus venus défendre ce qui reste de l'ordre romain, de l'autre, les Wisigoths d'Euric déterminés à bâtir leur propre empire sur les ruines de Rome. Pour comprendre ce qui s'est joué à Déols, il faut remonter quelques décennies en arrière et saisir comment la Gaule est devenue ce champ de bataille où s'affrontent désormais des royaumes barbares, des généraux romains devenus seigneurs de guerre indépendants et des peuples entiers en migration. En 406, un événement bouleverse la Gaule pour toujours. Le 31 décembre, profitant d'un hiver particulièrement rigoureux qui a gelé le Rhin, les Vandales, les Suèves et les Alains franchissent le fleuve en masse. Ces peuples, poussés par la pression des Huns venus de l'Est, déferlent sur la Gaule comme un raz-de-marée. Mayence tombe, puis trêve. Les villes sont pillées, les campagnes ravagées. La frontière germanique s'effondre parce que les légions ont été retirées pour défendre l'Italie contre d'autres menaces. Les Wisigoths, eux, suivent un parcours différent. Chassés par les Huns de leurs terres près de la mer Noire, ils ont migré vers l'ouest et pénétré dans l'Empire romain. En 410, leur roi Alaric accomplit l'impensable. Il prend Rome et la met à sac pendant 3 jours. C'est la première fois en 800 ans que la ville éternelle tombe aux mains d'un ennemi étranger. Le choc est immense dans tout le monde romain. Après la mort d'Alaric, son beau-frère Ataulf conduit les Wisigoths vers le sud de la Gaule. En 418, l'empereur Honorius, incapable de les chasser, préfère négocier. Il leur accorde des terres en Aquitaine, entre Toulouse et l'océan Atlantique, en échange de leur statut de fédérés. Ce pacte, le Fédus, signifie théoriquement que les Wisigoths restent alliés de Rome et combattent pour elle. En réalité, ils créent un véritable royaume autonome avec Toulouse pour capitale. Pendant des décennies, les rois wisigoths jouent le jeu de cette alliance ambiguë. Théodoric Ier meurt même en 451 au champ catalonique, en combattant aux côtés des Romains contre Attila et ses Huns. Mais ses successeurs sont moins dociles. Ils testent constamment les limites du Fédus, lancent des raids au-delà de leurs frontières, s'emparent de nouvelles villes. Au nord, la situation n'est guère plus stable. Les Francs saliens, installés dans la région de Tournai, étendent progressivement leur influence. Les Burgondes ont créé leur propre royaume autour de Genève. Entre ces entités barbares subsiste une zone qui reste théoriquement sous contrôle romain, le domaine gallo-romain, centré sur Soissons et gouverné par une lignée de généraux qui se sont rendus de facto indépendants. Le personnage clé de cette enclave romaine est Aegidius. Nommé maître des milices pour la Gaule en 457 par l'empereur Majorien, il refuse de reconnaître les empereurs suivants après l'assassinat de son protecteur en 461. Il établit son propre domaine entre la Somme et la Loire, s'appuyant sur ce qui reste des troupes romaines et sur des alliances avec les Francs. En 463, il remporte une victoire importante contre les Wisigoths à Orléans, prouvant que Rome n'est pas encore complètement morte en Gaule. Mais Aegidius meurt en 464 dans des circonstances troubles, probablement empoisonné ou assassiné sur ordre du puissant général Ricimer qui contrôle l'Italie. Il laisse le commandement à son fils Syagrius, encore jeune, et à son lieutenant le comte Paul. Ces deux hommes héritent d'un territoire de plus en plus réduit, pressé de toutes parts par les royaumes barbares en pleine expansion. En 466, tout bascule. Théodoric II, roi des Wisigoths, est assassiné par son frère Euric, qui s'empare du trône. Cet homme n'a rien à voir avec les rois wisigoths précédents, qui maintenaient au moins l'apparence d'une alliance avec Rome. Euric a une ambition claire, créer un véritable empire wisigoth indépendant qui s'étende de l'Atlantique à la Méditerranée, des Pyrénées à la Loire. Dès son avènement, Euric rompt le Fédus avec Rome. Il ne se considère plus comme un roi fédéré, mais comme un souverain à part entière. Cette décision change tout. Les Wisigoths ne sont plus tenus par aucun traité. Ils peuvent conquérir librement. Euric est un stratège brillant et un politique avisé. Il s'entoure autant de conseillers wisigoths que de gallo-romains ralliés à sa cause. Des membres de la vieille aristocratie sénatoriale romaine deviennent ses ducs et ses comtes. Il respecte les cadres administratifs romains là où ils fonctionnent encore, nomme des gouverneurs compétents, maintient le droit romain pour les populations locales,
tout en faisant codifier les lois wisigothiques. Sa cour à Toulouse puis à Bordeaux devient un centre de pouvoir qui attire des ambassadeurs de toute la Gaule et même au-delà. On y voit des Ostrogoths, des Saxons, des Francs, tous venus traiter avec celui qui est devenu le plus puissant souverain de Gaule. Euric cultive les lettres latines, protège les érudits, donne à son royaume une légitimité culturelle autant que militaire. Mais derrière cette façade de civilisation, Euric est avant tout un conquérant. En 467, quand Constantinople impose le nouvel empereur Anthemius à l'Occident sans consulter le roi wisigoth, Euric voit cela comme une insulte. Il craint qu'Anthemius, soutenu par l'Empire d'Orient, ne forme une coalition pour le détruire. Il décide de frapper le premier. En Espagne, il chasse les Suèves et s'empare des dernières provinces romaines de Carthagène et de Tarraconèse. En Gaule, il lance ses armées vers le nord, visant la Loire. Son objectif est double: éliminer la menace que représentent les Bretons qui pourraient s'allier avec les forces romaines du nord et s'emparer des villes riches de la vallée de la Loire, notamment Tours et Bourges. Dans ce contexte explosif, un homme va jouer un rôle décisif, même s'il ne combattra jamais sur un champ de bataille. Arvandus est préfet du prétoire des Gaules, la plus haute fonction administrative de la région. Nommé une première fois en 464, il est apprécié pour sa gestion. Mais quand il est rappelé à ce poste en 467 par le nouvel empereur Anthemius, quelque chose a changé en lui. Arvandus est un homme d'origine modeste qui a gravi les échelons par son intelligence et son ambition. Il se trouve pris entre deux mondes inconciliables, l'Empire romain qu'il sert officiellement et les royaumes barbares qui contrôlent désormais la réalité du pouvoir en Gaule. Cette position inconfortable le pousse à un choix catastrophique. En 468, Arvandus dicte une lettre à son secrétaire. Cette lettre est adressée à Euric, roi des Wisigoths. Dans ce document, le préfet romain conseille au roi barbare de rejeter toute alliance avec l'empereur grec. Anthemius et lui suggèrent d'attaquer les Bretons stationnés au nord de la Loire. Il va plus loin en affirmant que les lois des nations appellent à une division de la Gaule entre Wisigoths et Burgondes, éliminant Rome de l'équation. Les motivations d'Arvandus restent débattues. Voulait-il devenir empereur avec l'aide des barbares, à l'image d'Avitus qui avait réussi ce coup de force quelques années plus tôt? Pensait-il que Rome était condamnée et qu'il valait mieux s'allier aux vainqueurs? Ou simplement espérait-il préserver la paix en Gaule en organisant un partage du territoire qui éviterait une guerre dévastatrice? Quelle que soit sa motivation, Arvandus a mal calculé. Des membres du conseil provincial de Gaule interceptent la lettre. Le scandale est énorme. Arvandus est arrêté, enchaîné, et conduit à Rome pour y être jugé pour haute trahison. Le procès aurait dû être présidé par Sidoine Apollinaire, qui vient d'être nommé préfet de Rome, après avoir composé un panégyrique en l'honneur d'Anthemius. Mais Sidoine, qui connaît Arvandus personnellement, se récuse. Il ne peut se résoudre à condamner un homme qu'il considère malgré tout comme un ami. Lors du procès devant le Sénat, le secrétaire d'Arvandus témoigne et confirme que son maître a bien dicté cette lettre. Arvandus lui-même reconnaît 2 fois que le document est de lui. Le verdict ne fait aucun doute. Il est condamné à mort pour trahison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sidoine Apollinaire et d'autres amis influents intercèdent en sa faveur. Ils parviennent à faire commuer la peine de mort en exil sur une île. Arvandus échappe au bourreau, mais disparaît de l'histoire dans le déshonneur. La question cruciale demeure: Euric a-t-il reçu la lettre d'Arvandus? En a-t-il tenu compte? Certains historiens pensent que la lettre n'a jamais atteint le roi wisigoth, puisqu'elle a été interceptée. D'autres notent que les événements qui suivent correspondent exactement à ce qu'Arvandus conseillait. Euric s'est effectivement tourné contre les Bretons, plutôt que de négocier avec Anthemius. Simple coïncidence ou preuve qu'une copie de la lettre lui est parvenue malgré tout. Ce qui est certain, c'est que la trahison d'Arvandus révèle l'état de déliquescence de l'administration romaine en Gaule. Même les plus hauts fonctionnaires ne croient plus en la survie de l'Empire et cherchent leur salut ailleurs. Cette perte de confiance est peut-être plus dévastatrice que n'importe quelle défaite militaire. Pendant que le scandale Arvandus secoue Rome, un nouveau joueur entre en scène. Son nom est Riotamus, et il vient d'outre-Manche avec une armée. Ce personnage énigmatique va devenir le protagoniste principal de la bataille de Déols, mais nous ne savons presque rien de lui avant son arrivée en Gaule. Le nom Riotamus signifie en langue brittonique « roi suprême » ou « grand roi ». Certains historiens pensent qu'il ne s'agit pas d'un nom propre, mais d'un titre. Qui se cache derrière ce titre? L'historien breton Léon Fleuriot a proposé une
Théorie audacieuse. Riotamus serait en réalité Ambrosius Aurelianus, un chef militaire brito-romain mentionné dans d'autres sources. Cette identification reste controversée, mais elle souligne le flou qui entoure ce personnage. Ce que nous savons vient principalement de Jordanès, historien byzantin du VIe siècle. Selon lui, Riotamus est roi des Bretons et commande une armée de 12 000 hommes. Ce chiffre est probablement exagéré, comme souvent dans les sources anciennes, mais il indique néanmoins une force militaire substantielle, pas simplement une bande de mercenaires. D'où viennent ces Bretons? Là encore, les sources sont ambiguës. S'agit-il de Bretons d'Armorique, cette région du nord-ouest de la Gaule, où des populations bretonnes se sont installées depuis plusieurs décennies, ou de Bretons venus directement de l'île de Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne? La baie, mention d'une flotte de navires, suggère une traversée maritime, donc une origine insulaire. Mais l'Armorique servait peut-être de base arrière depuis laquelle l'armée a été rassemblée. La Grande-Bretagne a été abandonnée par Rome en 410, mais les populations brito-romaines y maintiennent une civilisation qui se réclame encore de l'héritage impérial. Elles sont chrétiennes, parlent latin en plus de leur langue celtique, conservent des structures administratives inspirées du modèle romain. Mais elles font face à une pression croissante des Saxons, des Angles et des Jutes qui envahissent l'île par l'est. C'est dans ce contexte que Riotamus et ses guerriers traversent la Manche. Fuient-ils les invasions saxonnes? Répondent-ils à un appel de Rome? Cherchent-ils à se tailler un royaume sur le continent? Probablement les trois à la fois. En 468 ou 469, l'empereur Anthemius lance un appel aux Bretons. Il a besoin d'alliés pour contrer Euric et les Wisigoths qui menacent ce qui reste de la Gaule romaine. Anthemius offre à Riotamus et à ses hommes un fédus, un traité d'alliance qui leur garantit des terres en échange de leur service militaire. Riotamus débarque sur la Basse-Loire, probablement à Nantes ou dans les environs. L'accueil des populations locales est mitigé. Sidoine Apollinaire, évêque et écrivain prolifique, mentionne dans une de ses lettres que les troupes bretonnes commettent des déprédations dans le Berry. Des plaintes parviennent à Riotamus concernant des esclaves débauchats par ses soldats. L'évêque doit intervenir pour calmer les tensions entre les Bretons et la population locale. Cette mention révèle que l'armée bretonne n'est pas une force de libération idéalisée, mais une troupe de guerre avec tous les comportements qui l'accompagnent. Les soldats pillent, réquisitionnent, terrorisent parfois les civils. Riotamus doit maintenir la discipline dans ses rangs, tout en préparant la jonction avec les forces impériales pour affronter Euric. Le plan d'Anthemius est ambitieux. Les Bretons de Riotamus doivent remonter vers Bourges, où ils feront leur jonction avec les troupes romaines du Nord commandées par le comte Paul et les fédérés francs de Childéric. Ensemble, ils formeront une coalition capable de repousser les Wisigoths et de restaurer l'autorité romaine en Gaule. Mais ce plan repose sur une coordination parfaite entre des forces éloignées, dans un contexte de communication difficile et d'alliances fragiles. Le moindre retard, la moindre trahison peuvent tout faire basculer. Et Euric, de son côté, n'a aucune intention de laisser cette coalition se former. Riotamus installe son armée à Bourges, capitale des Bituriges, une cité importante du Berry. Stratégiquement, c'est un choix logique. Bourges se trouve sur la route vers le nord, où l'attendent les forces du comte Paul. La ville dispose de solides fortifications héritées de l'époque romaine. C'est un point de ralliement idéal pour une armée en territoire ami. Mais Bourges se trouve aussi dangereusement proche du territoire wisigoth. Euric, depuis Toulouse ou Bordeaux, surveille les mouvements de l'armée bretonne. Ses espions, lui, rapportent tout, la taille de la force ennemie, son armement, son moral, ses intentions. Le roi wisigoth comprend immédiatement le danger. Si Riotamus parvient à faire sa jonction avec les Romains et les Francs du Nord, l'armée combinée sera peut-être assez puissante pour menacer son royaume. Euric prend une décision audacieuse, frapper avant que la coalition ne se forme. Il mobilise rapidement ses troupes, rassemble ses meilleurs guerriers wisigoths, appelle les contingents gallo-romains qui le servent et lance son armée vers le nord à marche forcée. Les Wisigoths ne sont plus les hordes barbares désorganisées qui ont franchi le Danube un siècle plus tôt. Ils ont adopté l'organisation militaire romaine, combiné leurs traditions guerrières germaniques avec les tactiques et la discipline des légions. Leurs chefs portent souvent des titres romains, leurs officiers connaissent les manuels militaires latins.
L'armée d'Euric comprend de la cavalerie lourde, fer de lance des Wisigoths, capable de charges dévastatrices. L'infanterie se compose de guerriers équipés de lances, d'épées longues, de haches. Beaucoup portent des cottes de mailles, des casques, des boucliers ronds ornés aux couleurs de leur clan. Mais il y a aussi des archers, des frondeurs, des troupes légères pour harceler l'ennemi. Euric marche sur Bourges. Quand ses éclaireurs aperçoivent les premiers campements bretons, le roi Wisigoth sait qu'il a pris son adversaire par surprise. Riotamus s'attendait à avoir plus de temps pour organiser sa jonction avec les Romains. Il se retrouve face à une armée ennemie massive, alors que ses alliés sont encore à des jours de marche. Les Bretons évacuent Bourges en hâte. Rester dans la ville serait se condamner à un siège que Riotamus n'a aucune chance de gagner sans renfort. L'armée bretonne se replie vers l'est, cherchant à s'éloigner des Wisigoths, tout en essayant de rejoindre le comte Paul. Mais Euric ne lâche pas prise. Ses cavaliers harcèlent l'arrière-garde bretonne, capturent les traînards, brûlent les convois de ravitaillement. La retraite des Bretons se transforme en course-poursuite désespérée. C'est près de Déols, petit bourg situé à quelques kilomètres de l'actuel Châteauroux, que Riotamus décide de faire face. Peut-être n'a-t-il plus le choix. Peut-être juge-t-il que continuer à fuir démoraliserait complètement ses troupes. Peut-être espère-t-il encore que les renforts romains arriveront à temps. Quoi qu'il en soit, les Bretons se déploient pour la bataille. Le terrain autour de Déols n'est pas particulièrement favorable à l'un ou l'autre camp. Des champs cultivés, quelques bosquets, des collines douces. Rien qui offre un avantage tactique décisif. Ce sera une bataille frontale où la supériorité numérique et la qualité des troupes feront la différence. Les Bretons forment leur ligne. Leur armée est structurée selon des principes qui mélangent tradition celtique et organisation romaine. L'infanterie lourde se masse au centre, protégée par de longs boucliers ovales. Les flancs sont gardés par des troupes plus légères, armées de javelots et d'épées. La cavalerie bretonne, moins nombreuse et moins puissante que celle des Wisigoths, se tient en réserve. Riotamus sait qu'il est en infériorité numérique. Selon Jordanès, les Wisigoths arrivent avec une armée innombrable, une exagération typique, mais qui reflète la réalité d'une disproportion des forces. Le moral des Bretons est mitigé. Ils sont loin de chez eux, coupés de leurs alliés, face à un ennemi réputé redoutable. Euric, lui, déploie ses forces avec confiance. Sa cavalerie lourde se positionne sur les ailes, prête à envelopper l'ennemi. Son infanterie occupe le centre en ligne profonde. Des groupes d'archers se dispersent pour cribler les Bretons de flèches avant l'assaut principal. Le roi Wisigoth a l'expérience de nombreuses batailles. Il connaît la valeur de ses hommes. Il sent la victoire à portée de main. Le premier jour de combat commence par un échange de projectiles. Les archers Wisigoths décochent leurs flèches par volées, cherchant à déstabiliser la formation bretonne. Les Bretons répondent avec leurs javelots, visant les troupes légères ennemies. Les pertes sont encore limitées, mais l'intensité du tir épuise les réserves de munitions. Puis vient le choc de l'infanterie. Les deux lignes se rencontrent dans un fracas épouvantable de métal contre métal, de cris de guerre et de hurlements de douleur. Les premières rangées s'affrontent au corps à corps, épée contre épée, lance contre bouclier. Les hommes glissent dans le sang et la boue, trébuchent sur les corps des blessés, poussent de toute leur force pour faire reculer la ligne adverse. Les Bretons résistent avec acharnement. Ils savent que leur survie dépend de leur capacité à tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Riotamus se bat au milieu de ses hommes, visible à tous, encourageant les hésitants, colmatant les brèches dans la ligne. Mais la cavalerie wisigothique entre en jeu. Les cavaliers lourds chargent sur les flancs de l'armée bretonne, cherchant à l'envelopper. Les fantassins bretons tentent de former des carrés défensifs, hérissés de lances pour repousser les chevaux. Certains y parviennent, d'autres sont enfoncés sous le poids de la charge. Le combat fait rage toute la journée. Quand la nuit tombe, les deux armées se replient sur leur position, épuisées. Le champ de bataille est jonché de morts et de blessés qui gémissent dans l'obscurité. Les Bretons ont tenu, mais ils ont subi de lourdes pertes. Pire encore, aucun renfort n'est arrivé. Le comte Paul et les Francs ne sont toujours pas là. Riotamus passe une nuit terrible. Il sait que demain, ses hommes devront affronter à nouveau les Wisigoths. Il sait aussi que leur situation est désespérée. Fuir dans la nuit, ce serait exposer son armée à être massacrée pendant la retraite. Rester et combattre, c'est accepter une bataille d'usure qu'il ne peut gagner. Attendre les renforts. Mais viendront-ils jamais ?
Au matin du deuxième jour, les Wisigoths reprennent l'offensive. Euric a fait dormir ses troupes par rotation, maintenant une garde permanente pour empêcher les Bretons de s'échapper. Ces guerriers sont reposés, leurs rangs renforcés par de nouveaux contingents arrivés pendant la nuit. L'assaut Wisigoth est plus violent que la veille. Euric a identifié les points faibles de la ligne bretonne et concentre ses attaques là où la résistance est la plus fragile. La cavalerie multiplie les charges, cherchant à désorganiser complètement la formation ennemie. Les Bretons se battent avec le courage du désespoir. Mais ils sont de plus en plus isolés en petits groupes qui résistent jusqu'à être submergés. La ligne de bataille bretonne se fragmente, se disloque. Des guerriers tentent de fuir vers les bois environnants, poursuivis par les cavaliers Wisigoths qui les abattent sans pitié. Riotamus comprend que tout est perdu. Autour de lui, l'armée qu'il a amenée d'outre-Manche se fait massacrer. Il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie, ordonner la retraite générale et abandonner sur le champ de bataille tous ceux qui ne peuvent plus courir. Avec les débris de son armée, quelques centaines ou peut-être quelques milliers d'hommes qui ont réussi à s'échapper de l'enfer de Déols, Riotamus fuit vers l'est. Il cherche refuge chez les Burgondes, les seuls alliés de Rome qui peuvent encore l'accueillir. La tradition veut qu'il ait trouvé asile près d'Avalon, en Bourgogne, un nom qui évoque étrangement l'Avalon de la légende arthurienne. Après cette retraite chez les Burgondes, Riotamus disparaît des sources historiques. Nous ne savons pas s'il est mort de ses blessures, s'il a été tué plus tard, s'il a tenté de retourner en Bretagne, ou s'il a fini ses jours en exil. Ce mystère a nourri des siècles de spéculations, certains historiens allant jusqu'à voir en lui le véritable roi Arthur. Le champ de bataille de Déols, après 2 jours de combat, offre un spectacle d'horreur. Des centaines, peut-être des milliers de corps jonchent le sol. Grégoire de Tours, qui écrira plus tard l'histoire de ces événements, mentionne simplement que les Goths en tuèrent un grand nombre près du bourg de Déols. Cette formulation laconique cache une réalité terrible. Les Wisigoths ne font pas de quartier. Les Bretons blessés qui ne peuvent fuir sont achevés sur place. Certains sont faits prisonniers pour être vendus comme esclaves. Les chefs bretons capturés sont probablement exécutés pour servir d'exemple. Les habitants de la région assistent, terrifiés, au massacre. Ils voient passer les fuyards bretons, poursuivis par les cavaliers Wisigoths. Ils entendent les cris des mourants, sentent l'odeur du sang et des cadavres. Pendant des jours, les corbeaux et les charognards festoient sur les restes des combattants. La victoire d'Euric est totale. Il a écrasé l'armée bretonne avant qu'elle ne puisse faire sa jonction avec les forces romaines. Il a éliminé la principale menace qui pesait sur son expansion vers le nord. Les Bretons survivants ne représentent plus aucun danger militaire. Mais le coût humain de cette victoire est difficile à évaluer précisément. Si Riotamus avait effectivement amené 12 000 hommes comme le prétend Jordanès, et si la plupart ont péri ou été capturés à Déols, c'est une catastrophe démographique pour la population bretonne. Des communautés entières ont perdu leurs guerriers, leurs chefs, leurs jeunes hommes en âge de combattre. Pour les Wisigoths aussi, la bataille n'a pas été sans perte. 2 jours de combats acharnés ont nécessairement coûté des centaines de morts et de blessés dans leurs rangs. Mais Euric peut se permettre ces pertes. Son royaume est riche, sa population nombreuse, il peut reconstituer son armée rapidement. Après 500 séols, Euric ne perd pas de temps. Il s'empare de Bourges que les Bretons ont abandonnées. La ville, stratégiquement située, devient une base pour ses opérations ultérieures. De là, il peut menacer le domaine gallo-romain de Syagrius au nord et l'Auvergne à l'est. Le comte Paul et les Francs de Childéric, qui devaient faire leur jonction avec Riotamus, arrivent trop tard. Ils trouvent non pas des alliés bretons, mais des Wisigoths victorieux qui occupent désormais tout le Berry. Au lieu d'une coalition anti-wisigothique, ils doivent affronter seuls la puissance d'Euric. Les forces franco-romaines parviennent néanmoins à remporter quelques succès. Elles reprennent Tours que les Wisigoths avaient occupé, s'emparent de Butin, stabilisent temporairement la ligne de la Loire. Mais ce ne sont que des victoires tactiques qui ne changent rien à l'équilibre stratégique. En 469, peu après la bataille de Déols, un drame se joue à Angers. Des Saxons, dirigés par un chef nommé Adovacre, assiègent la ville. Childéric, roi des Francs, accourt pour lever le siège. Le comte Paul participe à l'opération. Mais les choses tournent mal. Dans des circonstances obscures, le comte Paul est tué par Childéric lui-même ou par ses hommes. Grégoire de Tours mentionne ce meurtre sans en expliquer les raisons. Cette mort est un coup terrible pour le domaine gallo-romain. Le comte Paul était un chef militaire expérimenté, un lien entre les différentes forces qui tentaient de maintenir l'ordre romain en Gaule.
Sa disparition laisse Syagrius seul à la tête d'un territoire de plus en plus réduit, pressé de toutes parts par les Wisigoths, les Francs, les Burgondes. L'alliance entre Syagrius et Childéric se détériore après la mort du comte Paul. Les deux hommes se méfient l'un de l'autre. Syagrius doit se replier sur son domaine centré autour de Soissons, abandonnant tout espoir de reconquérir le sud de la Gaule. Pour Euric, la voie est désormais libre. En 470, il s'empare à nouveau de Tours, puis il lance ses armées vers l'Auvergne, la dernière région de Gaule qui reste fidèle à Rome, Clermont-Ferrand, défendu par le sénateur Egdicius et l'évêque Sidoine Apollinaire, résiste héroïquement pendant des années. Mais finalement, en 475, la ville tombe. L'empereur Julius Népos, incapable de fournir des renforts, signe un traité honteux avec Euric. Il reconnaît officiellement la souveraineté wisigothique sur toute la Gaule au sud de la Loire et du Rhône. C'est dans l'Auvergne en échange d'une trêve. Sidoine Apollinaire qualifiera ce traité de déshonorant, mais Rome n'a plus les moyens de ses ambitions. En 476, l'événement qui scelle définitivement le sort de l'Occident se produit. Le général barbare Odoacre dépose le jeune empereur Romulus Augustule et met fin à l'Empire romain d'Occident. Il n'y aura plus jamais d'empereur à Ravenne. L'Empire d'Orient, à Constantinople, continue d'exister, mais il ne contrôle plus rien en Gaule. Euric profite de ce vide pour compléter sa conquête. Il s'empare de Marseille en 476, de toute la Provence, pousse jusqu'aux Alpes. En 477, l'empereur d'Orient Zénon reconnaît officiellement les conquêtes d'Euric et lui cède formellement la Narbonnaise et les Alpes-Maritimes. Le roi wisigoth est maintenant souverain d'un empire qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée, de la Loire aux Pyrénées et au-delà. Dans la péninsule ibérique, Euric achève la conquête de l'Espagne. En 478, à l'exception d'une petite zone montagneuse au nord-ouest tenue par les Suèves, toute l'Hispanie est wisigothique. Le royaume d'Euric est devenu le plus puissant État d'Occident, plus vaste et plus riche que n'importe quel royaume barbare contemporain. Mais qu'est-il advenu des Bretons qui ont survécu à Déols? Ceux qui ont suivi Riotamus chez les Burgondes ont trouvé un refuge temporaire, mais leur situation reste précaire. Ils sont des exilés, dépendant de la bonne volonté d'un roi étranger, privés de leurs terres et de leurs ressources. Certains sont probablement retournés en Armorique, où des communautés bretonnes existaient déjà. D'autres ont peut-être tenté de regagner l'île de Bretagne, fuyant le continent devenu trop dangereux. Beaucoup ont sans doute été absorbés dans les populations locales, perdant progressivement leur identité bretonne distincte. L'Armorique elle-même connaît une période d'instabilité après 469. La région oscille entre l'autonomie et l'influence des royaumes voisins. Les Bretons qui s'y installent doivent négocier leur place avec les populations gallo-romaines locales et résister aux pressions des Francs au nord et des Wisigoths au sud. Au fil des décennies suivantes, l'immigration bretonne vers l'Armorique va s'intensifier. Poussés par les invasions saxonnes en Grande-Bretagne, des milliers de Bretons insulaires traversent la Manche pour s'établir dans la péninsule armoricaine. Cette migration massive va progressivement transformer la région, lui donnant le nom de Bretagne et créant une nouvelle identité culturelle qui mélange les traditions bretonnes insulaires et continentales. Mais cette Bretagne continentale est née en partie de la catastrophe de Déols. L'échec de Riotamus a prouvé que les Bretons ne pouvaient pas compter sur Rome pour garantir leur sécurité. Ils doivent se créer leur propre espace, par la migration et la colonisation, plutôt que par la conquête militaire au service de l'Empire. Pendant qu'Euric bâtit son empire au sud, Syagrius maintient tant bien que mal son domaine gallo-romain au nord. Mais ce n'est plus qu'une ombre de la Gaule romaine d'autrefois. Le territoire contrôlé par Syagrius se réduit progressivement à 3 cités, Soissons, Senlis et Noyon. Syagrius porte le titre de dux, un grade militaire romain, mais ses voisins barbares le qualifient de roi des Romains. Cette appellation révèle sa position ambiguë. Il n'est pas un roi au sens où l'entendent les Germains, mais il n'est plus vraiment un général romain, puisqu'il n'y a plus d'empereur à servir. Le domaine de Syagrius devient une anomalie historique, un fragment d'ordre romain flottant dans un océan de royaumes barbares. Il maintient l'administration romaine, perçoit les impôts selon le système antique, rend la justice selon le droit romain, cultive les lettres latines. Mais militairement, il dépend de plus en plus des fédérés francs pour assurer sa défense. Cette situation ne peut durer. En 481, Childéric meurt et son fils Clovis lui succède à la tête des Francs saliens. Ce jeune homme ambitieux n'a aucune intention de rester le protecteur d'un roitelet gallo-romain. Il veut bâtir son propre royaume.
En 486, Clovis lance son armée contre Syagrius. La bataille décisive se déroule près de Soissons. Syagrius est vaincu et doit fuir. Il cherche refuge auprès d'Alaric II, le fils d'Euric, qui a succédé à son père en 484. Mais le roi wisigoth, craignant la colère de Clovis, livre Syagrius aux Francs. Clovis fait exécuter Syagrius en secret. Avec sa mort disparaît le dernier vestige du pouvoir romain en Gaule du Nord. Les terres de Syagrius sont annexées au royaume franc. L'histoire romaine de la Gaule s'achève définitivement plus de 5 siècles après la conquête de César. Mais Euric n'était pas seulement un chef de guerre. Entre 469 et 477, probablement vers 475, il fait accomplir un travail juridique majeur, la rédaction du Code d'Euric. C'est le premier code de loi écrit d'un royaume barbare. Jusque-là, les lois wisigothiques étaient orales, transmises par la tradition. Euric fait appel à des juristes romains pour mettre ses coutumes par écrit en latin, tout en les codifiant et en les organisant selon des principes inspirés du droit romain. Le résultat est un corpus juridique qui régit les relations entre Wisigoths et qui sera utilisé pendant plus d'un siècle. Ce code traite du droit de la famille, de l'héritage, des contrats, des délits et des peines. Il fixe le système des Wurgeld, ces compensations financières que doit payer celui qui tue ou blesse quelqu'un. Par exemple, le meurtre d'un homme de 20 à 50 ans coûte 300 sous d'or, tandis que celui d'un homme de plus de 65 ans ne coûte que 100 sous. Cette différenciation peut nous choquer aujourd'hui, mais elle reflète une logique économique. Un homme dans la force de l'âge produit plus de richesses pour sa famille qu'un vieillard. Le Wergeld vise à compenser la perte économique autant que morale. Le code d'Euric ne s'applique qu'aux Wisigoths. Les populations gallo-romaines continuent de vivre selon le droit romain. C'est le système de la personnalité des lois. Chaque individu est jugé selon la loi de son peuple, non selon la loi du territoire où il vit. Ce système permet une coexistence relativement pacifique entre Wisigoths et Romains dans un même royaume. En faisant codifier ces lois, Euric donne à son royaume une légitimité qui dépasse la simple force militaire. Il se présente comme un souverain civilisé, capable d'administrer la justice et de maintenir l'ordre par la loi autant que par l'épée. C'est une étape cruciale dans la transformation des Wisigoths de peuples migrateurs barbares en nations européennes organisées. Une autre dimension du règne d'Euric complique sa relation avec ses sujets gallo-romains, la question religieuse. Euric et les Wisigoths sont chrétiens, mais ils adhèrent à l'arianisme, une doctrine condamnée comme hérétique par l'Église catholique. L'arianisme nie la pleine divinité du Christ, le considérant comme inférieur à Dieu le Père. Cette doctrine, développée au IVe siècle par le prêtre Arius, a été condamnée au concile de Nicée en 325. Mais elle s'est répandue chez les peuples germaniques qui ont été convertis au christianisme par des missionnaires ariens. Pour Euric, l'arianisme est la foi de son peuple, une partie de l'identité wisigothique. Mais pour la majorité gallo-romaine de son royaume, l'arianisme est une hérésie damnable. Les évêques catholiques voient en Euric un tyran hérétique qui menace la vraie foi. Euric adopte une politique répressive envers l'épiscopat catholique. Il interdit l'élection de nouveaux évêques dans certaines cités, exile ou emprisonne les prélats trop critiques, confisque des biens ecclésiastiques. Cette persécution n'est pas systématique, mais elle suffit à créer une hostilité durable entre le pouvoir wisigoth et l'Église catholique. Sidoine Apollinaire, devenu évêque de Clermont en 471, subit directement cette politique. Quand sa ville tombe aux mains d'Euric en 475, il est emprisonné. Sa libération ne vient qu'après l'intervention d'amis influents, notamment Victorius, un haut fonctionnaire gallo-romain au service d'Euric. Cette tension religieuse aura des conséquences à long terme. Elle empêche une véritable fusion entre Wisigoths et gallo-romains. Elle crée un ressentiment qui facilitera, quelques décennies plus tard, la conquête du royaume wisigoth par les Francs catholiques de Clovis. Le royaume wisigoth construit par Euric semble invincible en 484 quand le roi meurt à Arles. Son fils Alaric II lui succède. Mais ce dernier n'a ni le génie militaire ni l'autorité politique de son père. Il est confronté à une menace croissante, Clovis et les Francs. Clovis s'est converti au catholicisme vers 496, probablement après sa victoire sur les Alamans à Tolbiac. Cette conversion est un coup de génie politique. Elle fait de lui le champion de l'Église catholique contre les hérétiques ariens. Les évêques gallo-romains, qui détestaient les Wisigoths ariens, voient en Clovis un libérateur. En 507, Clovis lance son armée contre le royaume wisigoth. Il reçoit le soutien des Burgondes et surtout
la bénédiction tacite de l'Église. La bataille décisive se déroule à Vouillé, près de Poitiers. Alaric II commande personnellement son armée, mais il est tué au combat, probablement par Clovis lui-même. La défaite wisigothique est totale. Le royaume de Toulouse s'effondre. Les Francs s'emparent de l'Aquitaine, de Toulouse, de toute la Gaule wisigothique jusqu'aux Pyrénées. Seule l'intervention d'une armée ostrogothique envoyée d'Italie par Théodoric le Grand empêche l'extermination complète des Wisigoths. Les survivants se replient en Espagne où ils établissent une nouvelle capitale, Tolède. Le royaume wisigoth continue d'exister, mais il ne contrôle plus aucun territoire gaulois, à l'exception de la Septimanie, la région de Narbonne, qu'ils conserveront jusqu'en 719. Ainsi, le royaume construit par Euric après sa victoire à Déols ne lui survit que de 23 ans en Gaule. Les conquérants wisigoths sont à leur tour conquis. La Gaule devient franque, et c'est l'héritage franc, non wisigoth, qui façonnera la future France. Mais l'histoire de Riotamus ne s'arrête pas à sa défaite militaire. Elle va continuer à vivre dans l'imagination populaire et peut-être donner naissance à la plus célèbre des légendes médiévales, celle du roi Arthur. Plusieurs historiens, notamment l'anglais Geoffrey Ash, ont proposé que Riotamus soit le personnage historique qui a inspiré la légende arthurienne. Les parallèles sont troublants. Riotamus est un roi breton qui traverse la mer avec une armée pour combattre en Gaule, exactement comme Arthur dans les récits médiévaux. Il est trahi comme Arthur le sera par Mordred. Il se réfugie près d'Avalon après sa défaite, un nom qui évoque l'île d'Avalon où Arthur est censé avoir été emporté pour soigner ses blessures. Après quoi, Riotamus disparaît mystérieusement des sources historiques, comme Arthur dont on raconte qu'il reviendra un jour. La trahison d'Arvandus pourrait avoir inspiré le thème de la trahison, qui est central dans les légendes arthuriennes. Le préfet romain qui livre les secrets aux ennemis devient, dans la légende, le chevalier félon qui détruit la table ronde de l'intérieur. Bien sûr, identifier Riotamus avec Arthur reste hautement spéculatif. Les sources sont trop fragmentaires pour affirmer quoi que ce soit avec certitude. La légende arthurienne s'est développée au fil 500e siècle d'élaboration littéraire, incorporant des éléments de multiples traditions celtiques, romaines et chrétiennes. Mais il n'est pas impossible que parmi les multiples strates de la légende se trouve le souvenir déformé d'un véritable roi breton qui a combattu en Gaule au 5e siècle. Les bardes bretons qui ont préservé les traditions orales de leur peuple ont pu transformer la défaite historique de Riotamus en épopée héroïque, ajoutant progressivement des éléments merveilleux, des exploits surhumains, des quêtes mystiques. Cette transformation de l'histoire en légende n'est pas unique. Elle s'est produite pour d'innombrables figures historiques dont les exploits réels ont été magnifiés, embellis, mythifiés par les générations suivantes. Si Riotamus est bien le fondement historique du roi Arthur, alors la bataille de Déols devient non seulement un tournant militaire, mais aussi le point de départ d'une des plus grandes sagas de la littérature occidentale. Aujourd'hui, Déols est une paisible commune de la banlieue de Châteauroux, dans le département de l'Indre. Rien dans le paysage moderne ne rappelle le carnage qui s'y est déroulé au printemps 469. Les champs où se sont affrontés Bretons et Wisigoths sont devenus des zones résidentielles, des zones commerciales, des terres agricoles. Aucun monument ne commémore la bataille. Aucune plaque n'indique l'emplacement présumé du champ de bataille. Pour le promeneur occasionnel, Déols n'est qu'une ville ordinaire du Berry, sans particularité historique notable. Pourtant, sous les pieds des habitants actuels, sous le béton et l'asphalte, reposent peut-être encore les ossements des guerriers bretons et wisigoths qui se sont entretués ce jour-là. Aucune fouille archéologique n'a jamais été entreprise pour localiser précisément le site de la bataille ou pour retrouver les traces matérielles du combat. Cette absence de traces physiques n'est pas surprenante. Les batailles de l'Antiquité tardive laissent rarement des vestiges archéologiques identifiables. Les armes et armures étaient récupérées par les vainqueurs. Les corps étaient soit enterrés dans des fosses communes non marquées, soit simplement laissés aux éléments. Après 1500 ans, même les structures osseuses se sont souvent complètement décomposées dans le sol acide du Berry. Ce qui reste de Déols, c'est avant tout le souvenir textuel. Les quelques lignes de Grégoire de Tours, les mentions chez Jordanès et Sidoine Apollinaire. Ces textes fragmentaires sont notre seule fenêtre sur un événement qui a pourtant changé le cours de l'histoire de la Gaule. Pourquoi la bataille de Déols est-elle si méconnue alors qu'elle a eu des conséquences historiques majeures? Plusieurs raisons l'expliquent. D'abord, elle se déroule dans une période historique mal documentée.
Les années 464-170 sont parmi les plus obscures du Ve siècle. L'Empire romain d'Occident s'effondre dans le chaos, les sources écrites deviennent rares, les chroniqueurs se contredisent. Dans cette confusion, une bataille en Gaule centrale peut facilement être oubliée ou minimisée. Ensuite, Déols n'a pas de héros spectaculaire du côté des vainqueurs. Euric a gagné, mais il reste une figure relativement obscure pour le grand public moderne. Il n'a pas la notoriété d'Attila, de Clovis ou même de Théodoric. Son royaume wisigoth sera bientôt détruit et effacé de Gaule. Les vainqueurs, les Francs, n'ont aucun intérêt à glorifier une victoire wisigothique. Du côté des vaincus, Riotamus aurait pu devenir une figure héroïque. Mais sa défaite est trop complète, trop humiliante pour être célébrée. Les Bretons préfèrent oublier ce désastre ou le transformer en légende arthurienne où la défaite devient temporaire et où le héros est appelé à revenir. Enfin, Déols souffre de la comparaison avec d'autres batailles plus célèbres. Comment rivaliser avec les champs cataloniques en 451 où Attila fut arrêté? Avec Vouillé en 507 où le destin de la Gaule bascula vers les Francs? Avec Soissons en 486 où la dernière enclave romaine tomba? Toutes ces batailles ont un narratif plus clair, des enjeux plus faciles à comprendre. Pourtant, à bien y regarder, Déols est au moins aussi importante que ces batailles plus célèbres. Elle marque la fin de l'espoir d'une restauration romaine en Gaule. Elle ouvre la voie à l'hégémonie wisigothique qui durera 40 ans. Elle provoque indirectement les grandes migrations bretonnes qui créeront la Bretagne continentale. Elle pourrait même avoir inspiré la légende arthurienne qui façonnera l'imaginaire occidental pendant des siècles. Si nous devons retenir une leçon de la bataille de Déols, c'est celle de l'échec des coalitions mal coordonnées face à un ennemi déterminé et uni. Riotamus avait un plan solide sur le papier, faire sa jonction avec les forces romaines du Nord, créer une armée combinée capable de repousser les Wisigoths. Mais ce plan reposait sur une coordination parfaite entre des alliés dispersés géographiquement et politiquement. Il fallait que tout le monde arrive au bon endroit au bon moment. Euric, lui, commandait une armée unifiée, obéissant à un seul chef, capable de se déplacer rapidement et de frapper là où l'ennemi était le plus vulnérable. Il n'avait pas besoin d'attendre des alliés, de négocier des compromis, de coordonner des mouvements complexes. Cette différence fondamentale entre une force centralisée et une coalition décentralisée explique en grande partie l'issue de la bataille. Les coalitions peuvent être puissantes quand elles fonctionnent, mais elles sont intrinsèquement fragiles. Le moindre retard, le moindre malentendu, la moindre trahison peut tout faire s'effondrer. L'histoire militaire regorge d'exemples similaires. Des coalitions qui auraient dû gagner mais qui ont perdu parce qu'elles n'ont pas réussi à agir de concert. Déols est un exemple précoce mais particulièrement frappant de ce phénomène. Pour conclure, il faut replacer la bataille de Déols dans le contexte plus large de l'année 469, une année charnière pour la Gaule et pour l'Europe. En 469, l'Empire romain d'Occident existe encore techniquement. Antémius règne à Ravenne. Mais son pouvoir ne s'étend guère au-delà de l'Italie. Il ne peut plus protéger les Gaulois, ne peut plus envoyer de légions, ne peut plus garantir la paix romaine qui a structuré la vie en Gaule pendant 5 siècles. En 469, les royaumes barbares ne sont plus des invités temporaires ou des alliés fédérés, mais des États souverains qui se partagent le territoire. Les Wisigoths au sud, les Burgondes à l'est, les Francs au nord-est, le domaine gallo-romain de Syagrius au nord. Chacun cherche à étendre son influence, à s'emparer de nouvelles terres, à éliminer ses rivaux. En 469, les Bretons tentent une dernière intervention majeure sur le continent au nom de l'ordre romain. Leur échec à Déols marque symboliquement la fin de cette possibilité. Désormais, les Bretons qui viendront en Gaule ne seront plus des alliés militaires de Rome, mais des migrants cherchant un refuge. En 469, avec la mort du comte Paul, le domaine gallo-romain perd son dernier grand chef militaire capable de coordonner une résistance efficace. Syagrius se retrouve isolé, condamné à une survie précaire qui ne durera que 17 ans de plus. En 469, Euric affirme sa domination sur la Gaule méridionale. Sa victoire à Déols lui donne la confiance et les ressources pour entreprendre les conquêtes qui feront de son royaume le plus puissant État d'Occident pour les décennies suivantes. Si nous devions choisir une seule année pour marquer la transition entre la Gaule romaine et la Gaule barbare, entre l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge, 469 serait un excellent candidat. Et au cœur de cette année charnière se trouve la bataille de Déols, cet affrontement sanglant
dans un petit bourg du Berry qui a scellé le destin de millions de personnes. Les guerriers bretons et wisigoths qui se sont entretués ce jour-là ne savaient probablement pas qu'ils participaient à un moment historique décisif. Ils se battaient pour leur roi, pour leur survie, pour le butin, pour la gloire. Mais leurs épées et leurs lances traçaient, sans qu'ils le sachent, les frontières du monde à venir. Aujourd'hui, 15 siècles plus tard, nous pouvons regarder en arrière et comprendre ce qui s'est joué sur ce champ de bataille oublié. Déols n'était pas seulement une défaite militaire pour les Bretons de Riotamus. C'était la fin d'un monde et le début d'un autre. C'était le jour où la Gaule romaine a définitivement cédé la place à la Gaule barbare, prélude à l'Europe médiévale qui allait naître de ses cendres.